Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, il y a un épisode un peu particulier puisque je suis à Zurich, chez Zurich, pour parler d'assurance cyber avec nos deux invités, Vivien Bilquez. Bonjour Vivien. Bonjour Nicolas. Et Hugo Marie. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors, donc Vivien Bilquez, je suis Global Head of Cyber pour Zurich et basé à Zurich, en Suisse. Bonjour à tous, donc Hugo Marie, je suis souscripteur cyber chez Zurich et ravi d'être dans le podcast. Oui, alors il faut préciser que Zurich est une compagnie d'assurance et donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le marché de l'assurance cyber aujourd'hui ? Oui, merci. Alors, effectivement, bonne question pour situer un peu pour la plupart des gens qui nous écoutent. Donc, il faut savoir que l'assurance cyber en tant que telle est assez récente. Elle a, on va dire, un grand maximum 10 ans. Donc, c'est quand même toujours récent. Donc, on parle on parle pas comme l'assurance auto. Actuellement, on est toujours en croissance, en forte croissance, autant globalement que ici en Suisse. Après, il faut savoir que comment dirais-je, on a donc, nous chez Zurich, on fait l'assurance personne et l'assurance compagnie, l'assurance firme. Donc moi je travaille plus sur l'assurance compagnie, donc je peux plus en parler que les personnes privées. Il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup de compagnies et de personnes privées qui ne sont pas assurées en termes d'assurance cyber. Donc là il y a toujours beaucoup de choses à faire. Après, si les gens se posent des questions plus concrètement, qu'est-ce que ça signifie l'assurance cyber en fait ? Il y a deux points importants qui sont assurés. La première, c'est pour une compagnie du moins, c'est l'interruption de la perte d'exploitation. Supposons que j'ai une compagnie qui fait des pizzas par exemple en livraison. Je suis attaqué par un ransomware. Tout mon système informatique n'est plus disponible. Bon, j'ai une perte d'exploitation directe. Je peux plus livrer ma pizza parce que je peux plus recevoir mes commandes. Là, clairement, j'aurai une couverture avec l'assurance cyber. Le deuxième poste le plus important, pour que les gens comprennent bien ce que c'est l'assurance cyber, c'est tout ce qui est lié aux données. Je peux reprendre l'exemple de la pizzeria. Supposons que pour faire mes commandes pour le livret, j'ai besoin des adresses des clients. Avec peut-être, je sais pas, quelques informations s'ils préfèrent pizza au thon ou pizza au fromage par exemple, des données qui peuvent importantes, je sais pas, pour des compagnies. Et là, ces données-là vont être volées et elles peuvent être revendues à d'autres compagnies. Donc là, en fait, le problème des données qui sont volées est aussi une part de la couverture de l'assurance. Donc les deux parties importantes, perte d'exploitation et tout ce qui est lié aux données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2024, on est toujours en forte croissance, comme j'ai dit. Après, les sinistres, ce qu'on appelle nous sinistres, donc en gros tous les incidents, donc tout ce qui est ransomware, tout ce que les gens voient dans les journaux, attaque rançongiciel, comme on dit en français, ou attaque de vol de données, tout ce genre de choses, on le voit tous les jours en fait. Donc il y a quand même une forte sinistralité. C'est pour ça que encore aujourd'hui, beaucoup de compagnies ou de personnes ne sont pas assurées parce que on estime que parfois le risque peut être trop élevé. Donc on est toujours dans une phase en fait où il y a un fort potentiel et on n'est pas encore arrivé à maturité complète sur le marché de l'assurance cyber, parce que ça évolue très vite. Mais qu'est-ce que vous assurez ? Parce que tu as beaucoup parlé de ransomware, mais il y a beaucoup d'autres attaques, je sais pas, perte d'exploitation suite à un déni de service pendant plusieurs jours, ou si j'ai je fais un service de streaming, je stream des films, et puis en fait, il y a un bug dans le logiciel qui fait que les gens peuvent pas jouer au jeu ou au film le jour où il sort, ou la fraude au président, ou l'atteinte à l'image. Enfin, je sors un produit, il y a une campagne de dénigrement sur Internet. Voilà, la cyber, c'est très vaste aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est assurable et qu'est-ce qui est pas assurable ? Oui, alors après ça, on rentre dans les détails vraiment. Effectivement, après, on a aussi des couvertures supplémentaires. On appelle ça, par exemple, la fraude au président peut être couvert. Mais disons que les postes les plus importants, c'est vraiment, concrètement pour les entreprises et les compagnies, c'est vraiment les deux choses que j'ai mentionnées. Le rançongiciel, il y en a beaucoup. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est, d'une part, perte d'exploitation, d'autre part, comme j'ai dit, le vol des données. Après, tout va dépendre des conditions supplémentaires, mais déjà, ce qu'on peut dire sur les sinistres, c'est qu'on a une augmentation du rançongiciel.
Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent qui augmente de plus en plus, surtout avec les nouvelles évolutions techniques. Après, un autre point que tu mentionnais, qui est la fraude au président, par exemple. Là, clairement, avec le deepfake et tout ce qui est l'intelligence artificielle, on voit une recrudescence de ce genre de cas. Après, la question, c'est où est la part de responsabilité de la personne qui se fait avoir ? C'est-à-dire qu'on n'est pas... Après, on arrive sur les zones un peu grises où ça peut être compliqué. Tout dépend des cas. Mais je dirais que les deux principaux, c'est vraiment ce que j'ai mentionné auparavant. Pour tous les assureurs, en fait, le ransomware, c'est le numéro 1. C'est on va dire le sinistre numéro 1. Le numéro 2, c'est surtout fraude au président. Mais il y a certains assureurs, en fait, concurrents à nous, qui, eux, ont vu plus de fraude au président que de ransomware l'année dernière, par exemple. Et si je peux ajouter quelque chose, parce que la législation aussi évolue très vite, et donc dans l'Union européenne, on a la GDPR, je ne sais pas comment on dit en français. RGPD. Merci. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, et ce qui, de mon point de vue personnel, est bien, c'est que les données personnelles ont de plus en plus d'importance. Ce qui veut dire aussi un prix plus élevé. Donc, je pars du principe que dans les prochaines années, tout ce qui est vol de données va coûter de plus en plus cher, et les gens vont apporter de plus en plus d'importance à la protection de leurs données. Donc ça sera aussi, je pense, un volet important dans le futur. Déjà maintenant, mais de plus en plus dans le futur. L'assurance, c'est un métier qui existe depuis toujours. Même sur la route de la soie, quand les caravanes se faisaient attaquer, les marchands étaient solidaires. Qu'est-ce qu'il y a comme changement Qu'est-ce que le cyber a de différent des assurances auto, des trucs traditionnels, des dégâts des eaux? Je verrais deux changements. Alors, du point de vue de l'assureur, la chose un peu particulière, c'est que la première chose, c'est un risque qui est nouveau, le risque cyber. Contrairement au vol dont tu parlais auparavant sur la route de la soie, le vol, on peut plus ou moins bien le modéliser. Le cyber, c'est un risque qui est créé par l'homme, en fait. C'est les hackers, c'est les techniques évoluent très vite. Et donc, pour nous, en tant qu'assureurs, c'est très compliqué de modéliser, de comprendre le risque, en fait. De pouvoir prédire la survenance, la fréquence et la sévérité, donc le coût en fait du risque, c'est quelque chose qui est très compliqué. Surtout quand on a par exemple des États, des acteurs dépendants de certains États comme par exemple la Russie actuellement ou la Corée du Nord, où on sait qu'il y a à côté des fermatrolles, il y a aussi des hackers qui travaillent pour l'État. Donc ça ajoute encore plus de complexité au milieu. Donc c'est vraiment quelque chose une zone grise. Et donc, en tant qu'assureur, c'est très compliqué de savoir combien ça va coûter et combien de sinistres on va avoir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, contrairement à une assurance auto où on a la voiture, on sait qu'il y aura une collision ou alors un risque RC, le cyber, l'utilisation cyber évolue en fait. Il y a de nouveaux services qui apparaissent, ce qui fait qu'il y a aussi des besoins nouveaux qui vont apparaître. Et donc ça, on est amené très rapidement à adapter nos polices d'assurance pour avoir plus ou des choses différentes. Donc c'est beaucoup plus dynamique. Ce que peut-être ne verra pas le client. Du côté client, après, ce que je dirais moi, c'est que le client ne pas forcément comprendre pourquoi on peut lui refuser l'assurance, par exemple. Parce que lui, supposons qu'il veut quelque chose, et je pense que ça peut être pour lui un peu compliqué de savoir, ok, moi, l'assurance auto, je l'aurai, l'assurance auto, mais la cyber, on peut être amené à être refusé parce qu'on ne remplit pas les critères de risque. Ça, c'est peut-être la partie un peu spéciale. Et du coup, on a un marché aujourd'hui au niveau des assurances qui passe d'un hard market à un soft market. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on assure plus que ce qu'on assurait avant. Hugo, tu pourras nous confirmer et nous donner un petit peu plus d'informations par rapport à ça au niveau des industries. Mais on a toujours un problème d'assurabilité qui demeure, puisque d'une manière générale, pour tous les assureurs, il y a presque 50% des clients qui ne peuvent pas avoir d'assurance aujourd'hui, cyber, parce qu'ils n'ont pas le niveau de maturité minimal pour pouvoir être assurés. Alors ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Comment vous mesurez le niveau de maturité d'une organisation ? Parce qu'il y a plein de référentiels, aussi bien français, les 42 commandements de l'ANSSI, que des référentiels internationaux. Il y a des normes ISO, il y a des certifications externes, il y a des agences de notation. Qu'est-ce qui fait foi pour mesurer le taux de maturité d'un client ? Alors, peut-être rapidement, juste sur la question d'un point de vue concret assurantiel. Actuellement, dans le marché de l'assurance, que ce soit en Suisse, en France, aux États-Unis, partout, on travaille
à partir de formulaires en fait. C'est-à-dire que chaque assureur, chaque courtier en assurance a son formulaire. Après, les questions sont plus ou moins les mêmes bien sûr, mais chaque acteur a des spécificités sur des formulaires de taille différente, avec des questions sur différents domaines de la sécurité cyber du client. Et basé là-dessus, on peut se faire une idée en fait générale, plus ou moins détaillée, du niveau de maturité du client. Après, c'est clair que c'est pas satisfaisant dans la mesure où c'est une partie pas très importante de la sécurité cyber du client. Mais après, d'un point de vue pragmatique, on peut pas non plus passer des journées entières dans les départements IT. Donc pour le moment, c'est toujours à base de formulaires. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où viennent les questions. C'est-à-dire, est-ce que les assureurs se sont bien d'accord entre eux, ou est-ce que ça vient, on va dire, de référentiels, je pense au NIST, tous les organismes aujourd'hui essayent de donner des critères de sécurité. Effectivement, alors on travaille beaucoup sur la base du NIST. Le NIST, est, du moins chez Zurich et chez d'autres compagnies, le NIST reste une référence. Après, il y a quand même plus ou moins un standard de marché. Chaque assureur aura des questions, typiquement, par exemple, Logbit. Après la surveillance de Logbit, dans certains formulaires, ils ont posé des questions concrètes sur Logbit. Donc ça évolue quand même en fonction des menaces. Mais oui, NIST reste la base primaire, et après au fur et à mesure, même en fonction, c'est aussi bête, mais en fonction de la sinistralité que l'assureur a vue, il peut rajouter des questions. Par exemple, on peut je donne un exemple vraiment tout bête. La MFA, donc comment dire en français, l'authentification multifactorielle. Merci. Il y a quelques années, c'était le b.a.-ba. Après, on s'est dit, on a regardé, mais on s'est dit, ok, MFA c'est bien, mais on veut MFA plus concrètement, plus détaillé aussi pour les comptes privilégiés. Bon, au fur et à mesure, les questions deviennent plus détaillées. Et après, le risque, par contre, c'est d'arriver à des formulaires de, je sais pas, plusieurs centaines de pages. En fait, c'est ça le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a en fait la fatigue des formulaires par les clients. Les clients sont fatigués de répondre à des questions, à des questionnaires d'audit. Alors du coup, à ça, on a essayé d'y répondre. Parce que d'un côté, on aimerait avoir le plus d'informations possible sur la maturité d'un client. Et puis de l'autre, on a le client qu'on a marre de répondre. Alors il y a plusieurs façons d'éviter le questionnaire. La première, c'est de venir avec une certification type ISO 27001 ou SOC 2. La deuxième, c'est si on a déjà nous l'information présente chez Zurich, qu'on peut réutiliser. C'est une information qu'on aurait eue par avant ou avec notre entité de service Zurich Resilience Solution. Ou alors, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on ne peut pas réduire en fait le nombre de questions à juste l'essentiel. Alors là, c'est une vaste question en elle-même, un vaste projet, parce que finalement, est-ce qu'on peut réduire finalement, je ne sais pas, 900 questions en 30 questions? Et bien finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré l'université ETH de Zurich. Et puis on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas étudier les questions et les contrôles finalement du NIST et les aligner avec le MITRE Framework, et puis regarder finalement quels sont les contrôles qui ont le plus d'impact, ou quels sont les contrôles qui auraient finalement permis de bloquer les attaques les plus fréquentes en cyber. Et donc on a une étudiante qui nous a aidés avec un professeur, et on a, pour les SMI par exemple, pour les petites et moyennes entreprises, on a réduit ça à 10 questions seulement. Est-ce que cette liste de 10 questions est publique? Parce que je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde. Comme on dit sur YouTube, si vous faites ces 10 choses, votre vie sera successful. Alors oui, on a publié récemment un article sur cela, que je ne sais pas si on peut mettre un lien quelque part ou autre, mais si vous cherchez en tout cas Zurich avec ETH et SMI, vous aurez les 10 contrôles qui permettent de réduire en tout cas le risque. Alors pourquoi on a fait ça ? Tout simplement parce que les PME, quand elles sont face à un risque cyber, elles sont perdues aujourd'hui. Il y a tellement de choses à mettre en place, tellement de contrôles, ils ne connaissent rien, ils ont besoin d'être supportés. Donc on s'est dit, essayons de réduire, de simplifier finalement les mesures à mettre en place. Et donc on est venu avec ces 10 contrôles. Et si la compagnie ne peut pas être assurable, parce que même si c'est 10 contrôles, c'est 10 contrôles qu'elle n'arrive pas à mettre en place, eh bien maintenant Zurich s'est transformé. Donc on était une compagnie d'assurance, maintenant on est une compagnie d'assurance et de services où on propose finalement des
services de prévention pour aider finalement les clients à devenir matures. Et ça leur permet finalement d'atteindre l'assurabilité. Et donc, à la fin, on propose l'assurance. Donc, finalement, le produit d'assurance aujourd'hui, c'est un produit d'assurance qui comprend une partie de services de prévention. Vous faites ça en interne ou vous passez par un réseau de prestataires? Parce qu'en France, je pense qu'il y a Expert Cyber, Cybermalveillance, etc., qui sont des prestataires plus ou moins agréés. Alors, en fait, c'est une approche mixte. La plupart des services qu'on preste est faite par des ingénieurs Zurich qui sont présents au niveau mondial, mais on est aidé pour des choses qui sont très pointues et très techniques par des prestataires externes. Vous recommandez ces prestataires en frontal aux clients ou c'est des prestataires que vous prenez en supplément dans vos équipes? On recommande à nos clients un certain nombre de services, donc il y a tout un catalogue, et en fonction du catalogue, en fonction de ce qu'ils choisissent, en fait, on lui dira, voilà, ce service-là, il est presté par Zurich directement, ou ce service-là, il est presté par notre partenaire. Alors aux États-Unis, on avait ce partenaire qui s'appelle Speartip, qui est aujourd'hui maintenant Zurich. Il y a quelque chose dont on devrait parler, puisqu'on n'est pas très loin du lac de Zurich, c'est les cygnes, et en particulier les cygnes noirs. Qu'est-ce qui se passe si demain, on va dire, il y a un incident informatique majeur? Parce qu'entre le cloud ou les systèmes d'exploitation mobile, où il y a une convergence aujourd'hui, je ne sais plus quel pourcentage du trafic Internet passe par des CDN aujourd'hui, mais si un CDN majeur tombe, c'est la moitié de l'Internet qui s'éteint, quoi. Comment vous gérez ce risque systémique? Non, c'est vraiment la grande question, c'est le grand point d'interrogation en fait sur le marché. Notre CEO Mario Greco, en fin d'année dernière, avait fait une interview là-dessus. Son intervention a été un peu mal reprise, mais ce qu'il voulait dire en fait, c'est que effectivement tous les risques systémiques, comme tout ce qui est lié à l'énergie, aux télécommunications, aux bourses, tout ce genre de choses en fait, ce sont pas des risques qu'on peut quantifier, du moins aujourd'hui. Et tant qu'on peut pas les quantifier, on peut pas les assurer. Ça, c'est vraiment la base de l'assurance. Tant qu'on ne peut pas quantifier un risque, on ne va pas l'assurer. Parce qu'on ne va pas... Ça serait donner un chèque en blanc, en fait. C'est beaucoup trop risqué. Donc, en fait, pour ces risques-là, actuellement, dans le marché de l'assurance, du moins avec les compagnies, ce qu'on fait, c'est qu'on a un avenant qui est présent sur tout le marché, indiquant, voilà, tout ce qui est lié à la télécommunication, Internet, l'énergie, n'est pas assuré. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les quantifier. La proposition de Mario Greco était de dire, pour ce genre de risque, il nous faut une participation privée-publique. On peut pas, le privé, en tant que tel, ne pourra pas couvrir ce risque parce qu'on n'est pas capable. Donc là, il faudrait une collaboration entre les États et les compagnies. Ce serait une sorte d'état de catastrophe naturelle. Exactement, et comme on a en France avec, par exemple, oui, effectivement, les catastrophes naturelles, donc qui sont gérées par l'État. Après, c'est une proposition. Ce que j'en vois aujourd'hui sur le marché, il y a un débat. On n'est pas encore arrivé à un consensus. Certains disent toujours non, on peut assurer certains de ces risques. Nous, chez Zurich, on dit non. Mais il y a un débat. Et ce qui est passionnant, c'est que le débat est là. Et justement, avec les services de quantification qu'on propose, dont je viens à parler, bon, c'est une partie infime de tout ce dont on parle. Mais on travaille dessus. On essaye vraiment de pouvoir quantifier au mieux. Après, il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. On doit quantifier les risques cyber. C'est ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est que c'était plutôt un risque qualitatif. C'était un risque qui est possible, qui est critique, et finalement on arrive au niveau d'un board d'une entreprise en disant bah voilà, votre risque cyber il est haut. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire et rien dire. Alors c'est pour ça que maintenant l'idée c'est de transformer ce risque qualitatif dans une exposition financière avec un chiffre et dire finalement aux clients votre risque pour un ransomware c'est de 100 millions par exemple. Et puis voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réduire finalement ce risque-là. Et finalement, ça aide le CISO. J'ai été aussi CISO quand j'étais à l'époque, et un des plus gros problèmes quand on est CISO, c'est finalement de se faire entendre et puis d'avoir du budget. Et si on n'arrive pas à quantifier finalement un risque cyber, finalement, on a beau être le meilleur ou le plus pointu, finalement, on n'arrivera jamais à débloquer un budget. Il faut arriver à mettre un prix sur un vrai risque et dire voilà, maintenant on a ce risque-là, ça coûte tant. Si on implémente cette mesure ou cette autre mesure, ça va coûter peut-être 10 000, mais avec 10 000 d'investissement, je vais réduire en fait mon risque peut-être de 1 ou 2 millions. Et comment vous faites pour
quantifier le risque cyber? Est-ce que vous regardez la date de dernière mise à jour des Windows? Est-ce que vous utilisez des agences de notation? Est-ce que vous passez des scans de vulnérabilité? Vous demandez un rapport de scan? Quelles sont les techniques utilisées pour mesurer le risque? Alors, on utilise une méthodologie qui est propre à Zurich. Alors, elle est basée évidemment sur une méthodologie connue qui s'appelle la FAIR, F-A-I-R. Et on utilise évidemment un algorithme qui étudie la sévérité des attaques, la fréquence des attaques et ce qu'on appelle le Cyber Threat Intelligence. Alors le problème avec le Cyber Threat Intelligence, c'est que finalement, c'est des sources qui sont externes, qui ne sont pas forcément, pas à chaque fois fiables. Donc c'est très difficile pour nous de se baser sur ça. Alors on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas le baser sur ce qu'on connaît, sur la sinistralité. Et donc du coup, on étudie beaucoup en fait ce qu'on appelle les claims chez nous, donc les sinistres. Et on a finalement une vue vraiment factuelle sur combien ça coûte pour une industrie particulière, pour un client particulier, et on peut utiliser finalement ces benchmarks-là pour quantifier le risque cyber. Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour vous de faire cette quantification? Quel est l'objectif final? Alors l'objectif, il est double. Le premier objectif finalement, c'est d'aider le risk manager, parce que le risk manager, c'est notre interlocuteur premier en tant qu'assureur, parce que lui, il doit calculer finalement combien il doit couvrir en termes d'assurance, et donc du coup, s'il ne sait pas combien tel ou tel scénario de risque peut lui coûter, il ne sait pas combien il doit investir non plus dans l'assurance. Alors, c'est notre premier interlocuteur, c'est pour quantifier finalement l'assurance. Ensuite, le deuxième objectif, je dirais, c'est un objectif pour Zurich, parce que finalement, si on arrive à quantifier le risque d'un client, on a une meilleure vue sur la maturité, et puis quelque part, on a aussi une meilleure confiance aussi en termes de risque, parce que ça peut être un grave problème financier aussi pour nous. Donc finalement, c'est je dirais, un win-win pour le client et pour nous. En complément de ce que Vivien vient de dire concernant la quantification, c'est aussi un avantage, parce que dans l'assurance cyber, les très grosses compagnies, plusieurs milliards de chiffres d'affaires, elles sont déjà très bien sensibilisées au risque cyber. Elles ont des départements IT spécialisés, des CISO qui travaillent que sur ça, qui rapportent très régulièrement à la hiérarchie supérieure. Donc là, le risque est quand même bien pris en compte. Mais là où il y a du potentiel, où il y a beaucoup de demandes, et pour le moment, elle n'est pas encore épuisée, loin de là, c'est tout ce qui est le SMI, donc le middle market, donc toutes les PME en fait. Et elles, typiquement, elles ont rarement un CISO dédié. Et très souvent, c'est le CFO ou l'autre personne qui s'occupe, en fait, qui chapeaute tout ce qui est lié à la sécurité cyber. Et eux, très souvent, ont besoin en fait, d'un chiffre pour quantifier, pour dire à leur patron, voilà, on a besoin le risque est le temps, on a donc besoin de temps pour amoindrir ou du moins régler le problème cyber. Et ça, justement, avec la quantification, c'est un bon moyen aussi, non seulement pour nous en tant qu'assureurs, de savoir, de pouvoir mieux se préparer, mais également pour le client qui voudrait avoir une assurance en interne au sein de la compagnie, de convaincre ses supérieurs d'arriver à demander un produit d'assurance. En fait, on aide surtout le CISO aussi, parce que j'ai été CISO aussi moi-même, et je pense que c'est un des métiers les plus difficiles, parce que ça requiert beaucoup de soft skills en fait. On a tous tendance à penser que c'est un métier qui est très technique, mais en fait c'est un métier qui est surtout très commercial, parce qu'il faut savoir demander des budgets, avoir des budgets, et dans la plupart des cas, c'est très très difficile à avoir. Si on n'arrive pas à quantifier le risque cyber, on n'arrive pas à demander un budget. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on aide finalement le CISO à quantifier l'exposition, on le supporte, et donc du coup, ça l'aide à débloquer des budgets, à justifier ses projets, et donc il améliore la maturité de sa compagnie, et puis pour nous, ça diminue finalement le risque aussi de sinistre pour ce client. Mais si j'ai bien compris, votre interlocuteur principal, c'est le risk manager. Donc en fait, le responsable sécurité informatique doit aller voir son risk manager et récupérer une partie du budget qui est dédié à la réduction des risques, on va dire. En général, oui, c'est le risk manager. Néanmoins, quand on fait les analyses de risque,
Quand on fait un renewal ou quand on fait un onboarding d'un client, on a une discussion directe avec le CISO, mais cela se fait par l'intermédiaire aussi du courtier. Voilà, justement, ce que je voulais dire, c'est que sur le marché de l'assurance, en tant que souscripteur, donc moi qui travaille concrètement à vendre les produits, le premier interlocuteur, c'est le courtier, la plupart du temps. C'est lui qui représente en fait l'assuré, enfin le client, pas forcément l'assuré, mais le client, auprès des différents assureurs qui sont intéressés. Donc déjà, en fait, le courtier fait un filtre en fait entre nous et le client. Après, ça... Souvent non, mais après, lorsqu'on est déjà en relation contractuelle avec un client, là, effectivement, on peut, comme disait Vivien, être en contact avec le CISO de la compagnie ou avec le département IT, tout dépend, et avoir une discussion en direct. Après, c'est au client, à l'assuré, d'accepter ou pas d'être en relation directe avec l'assureur. Pour nous, bien sûr, c'est un avantage, parce on peut parler beaucoup plus en détail qu'un courtier qui, lui, n'aura pas forcément ni les compétences, ni le temps, ni l'envie d'ailleurs, de parler de ce genre de choses. Comment ça se passe dans la vie d'un contrat? Parce qu'il y a la signature du contrat, enfin la négociation, l'audit initial, mais après, il y a une phase, on va dire, où il peut y avoir un incident, par exemple. Le client, il fait quoi dans ces cas-là? Il appelle son courtier, il appelle la police. C'est quoi votre rôle au moment de l'incident? Alors juste sur le contrat, donc le contrat d'assurance, ça dure 1 an. Après, c'est renouvelé chaque année si le client le décide. Et dans le cadre de la survenance d'un sinistre, donc supposons qu'il y a, alors on va dire un rançongiciel, qui arrive, la compagnie, on vole les données de la compagnie, elles sont cryptées, la compagnie ne peut plus produire parce qu'elle a plus rien. Le plus tôt l'incident est découvert, le mieux c'est. Parce que parfois, le plus on l'attend, le plus grave ça va être. Donc l'optimal, c'est que dès le moment où le client s'aperçoit qu'il y a un problème, il contacte donc forcément son courtier pour le dire, voilà. Et là, à ce moment-là, ils vont être en contact avec l'assureur, donc dans notre cas Zurich. Et nous, on a en fait des prestataires de services qui, eux, s'occupent justement que de tout ce qui est l'urgence liée à un sinistre cyber. Parce que au moment où le sinistre arrive, il faut gérer plein de choses. Quand on est attaqué, on ne sait même pas quelle est l'amplitude en fait de l'attaque. Et donc tout ça, ça doit être fait très rapidement, et ça doit être fait aussi d'un point de vue mondial, parce que si une compagnie a une présence au niveau mondial, il faut gérer l'urgence. Donc là, dans ces cas-là, on a les prestataires de services qui, eux, gèrent ça. Ça peut durer quelques jours parce que c'est pas toujours facile de voir un peu l'étendue des dégâts. Mais le plus tôt c'est, le mieux c'est. Après, dans un second temps, une fois qu'on a établi les dégâts, un rapport a été fait des dégâts commis par l'assureur, là, le département sinistre, ça sonne pas forcément très bien, mais ce sont les gens chez les assureurs qui travaillent justement sur les sinistres, vont être amenés en contact avec le client et le courtier pour dire voilà, bon, maintenant on sait quelles sont l'étendue des dégâts, on sait d'où ça vient, on sait voilà quelle est la couverture touchée, et là après ça va être une négociation, une discussion entre l'assuré et le courtier d'un côté et l'assureur de l'autre pour déjà définir très concrètement de combien d'argent on parle. Parce que quand on parle de perte d'exploitation, par exemple, chaque compagnie a des coûts différents. Coûts divers selon les compagnies, les salaires horaires, toujours les choses. Donc là, on rentre vraiment en détail dans la compagnie, en fait. Donc il faut vraiment apporter beaucoup d'informations. Et à la fin, on va arriver à un montant. On va pouvoir dire si effectivement, oui ou non, c'est couvert. Et après, le sinistre va être payé. Dans le cas extrême du rançongiciel, donc du ransomware, il faut savoir que c'est vraiment ultima ratio, c'est vraiment le paiement. Dans le cas d'un rançongiciel, c'est vraiment le dernier moyen qu'on a. On ne va jamais dire à un assureur « Ok, vous avez été victime d'un rançongiciel, payez tout de suite ». Non. C'est vraiment l'assuré, le client qui décide. Et nous, on a vraiment un point fort à dire que c'est le paiement d'une rançon. C'est vraiment le dernier moyen possible. Donc après, c'est au client de voir. Et nous, on paiera uniquement quand la compagnie aura payé. C'est-à-dire que nous, on arrivera à la fin, en fait. On va rembourser le client, mais on ne paiera pas directement aux personnes qui ont fait la rançongiciel. C'est clair qu'il ne faut surtout pas payer la rançon et on recommande aux clients, même ceux qui veulent payer la rançon, de ne pas payer la rançon. C'est pour ça qu'il faut déjà tester en fait si jamais il y a un ransomware, est-ce que les clients sont prêts? Parce que s'ils ne sont pas prêts, là évidemment le réflexe c'est de payer une rançon et il ne faut surtout pas payer la rançon. Le pire à faire c'est ça, parce que si on paye une rançon, on peut être sûr que dans 6 mois, on va être encore touché par un autre ransomware. Exactement, et justement là-dessus, il faut savoir que, beaucoup de gens le savent, mais une fois qu'une compagnie a payé une rançon,
les hackers le savent. La liste des bons clients. Hein. Exactement. Et donc après, le risque, c'est d'être réattaqué. Donc c'est vraiment, nous, on recommande de ne pas payer. Tout dépend après des marchés. Il y a certains pays où c'est interdit. On ne peut pas payer des rançons. Dans d'autres pays, comme en Suisse par exemple, ce n'est pas interdit. C'est pas non plus, enfin, c'est loin d'être, comment dirais-je, poussé. Hein, c'est juste pas interdit. Donc c'est vraiment une question très très délicate. Mais à la fin, c'est le client, l'assuré qui décide. Et donc, si je comprends bien, en cas d'incident, vous avez une sorte de liste de garages agréés vers lequel le client doit se tourner. Ça, vous avez aussi des compétences en interne pour ça, ou vous passez 100% par des prestataires? Alors, on a des compétences en interne, mais on passe par des prestataires parce que c'est vraiment très, très, très précis, en fait. C'est vraiment très précis et il faut se dépêcher. Et on préfère donner ça à des compagnies qui font que ça, qui le font mondialement, avec lesquels on travaille bien. C'est très important en fait d'avoir une longue expérience et une présence mondiale. Donc pour le moment, on travaille, du moins en Suisse, hein, Zurich Suisse, on travaille des prestataires externes. Alors aux États-Unis, c'est pas le cas. Aux États-Unis, c'est cette compagnie Speartip, qui est maintenant une compagnie Zurich, qui fait la partie incident response. Pour souligner un point, vraiment l'important, c'est vraiment la rapidité. C'est vraiment l'alpha et l'oméga. Le plus vite on a détecté une anomalie, le mieux c'est. Alors il y a quand même un sujet d'actualité dont on n'a pas parlé, c'est la supply chain, donc la cascade de sous-traitance. Parce que dans de nombreux incidents récents, c'est souvent le prestataire de maintenance informatique qui a été compromis et qui, par rebond, par un VPN, est venu compromettre le système du client. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut que tout le monde contracte séparément? Est-ce qu'il y a possible d'assurer pour ses sous-traitants? Enfin, comment ça marche? Alors, il y avait un très bon podcast justement sur la gestion des sous-traitants. Je pense que c'était l'année dernière, que j'avais d'ailleurs écouté. C'était un chouette podcast que vous avez fait. Et dans ce podcast-là, finalement, ce que moi j'ai retenu, c'est que, et ce qu'on voit aussi sur le marché, c'est qu'un client, il n'a pas 1 ou 10 prestataires. Parfois, il en a 50 000 ou 100 000. C'est énorme. Et c'est très difficile de pouvoir avoir la vue sur ces 100 000 prestataires. Alors, ce que nous, on recommande, c'est évidemment de faire un traitement en fonction d'une classification préalable, en fonction d'un niveau de criticité. Et puis, en fonction du niveau de criticité, finalement, on recommande plusieurs choses. Alors, soit ça va être, on va utiliser une agence de notation pour voir finalement un risque qui n'est pas très fort, donc un risque faible. On va dire, bon, voilà, ces entreprises avec lesquelles je travaille, sur l'agence de notation, elle est pas trop mal. Donc, ça me donne un certain niveau de confiance. Si maintenant le risque est un peu plus élevé, on va recommander finalement un audit. Donc c'est un audit avec la demande de preuves, donc on ira de manière un peu plus agressive. On va faire de la quantification. Alors la quantification du client dans le contexte de ses sous-traitants. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un problème avec un ou tel groupe de sous-traitants? Et de manière ultime, on recommande aussi de faire des pen tests parce que c'est factuel. Si on ne fait pas un pen test, on a beau avoir fait des super risk assessment, une super stratégie, si on ne teste pas, on ne saura pas si on peut vraiment attaquer ou pas. Et donc du coup, on recommande évidemment des actions de prévention. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'assurance? Là, je vais laisser Hugo en parler. Alors pour revenir à ta question, Nicolas, concrètement, effectivement, dans le passé, on a vu des cas de sinistres justement de prestataires de services informatiques qui ont contaminé en fait beaucoup de compagnies. Ça, c'est toujours couvert. C'est couvert dans notre assurance. On va dire la contamination par un prestataire externe de service sur la compagnie en question. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'on pose des questions dans les formulaires là-dessus aux clients, mais comme tu disais, Vivien, auparavant, très souvent, les compagnies sont incapables, déjà d'une part, de lister le nombre de compagnies avec lesquelles elles travaillent, et d'autre part, elles n'ont aucune idée du niveau de sécurité cyber de leurs prestataires, et c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse à première vue. Après, une fois qu'elles ont eu un sinistre, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est une problématique aussi, c'est-à-dire qu'on a une exposition cachée, qu'on a du mal à voir, mais qui est là. Et c'est surtout dans le cadre des acquisitions. Imaginons un client qui a fait une acquisition d'une autre compagnie. Alors, est-ce qu'ils ont pris en compte les critères de sécurité dans l'acquisition? Ça, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Ça, c'est vraiment une des questions les plus importantes pour nous, pour les gros clients.
Effectivement, typiquement, moi, si je reçois une offre un appel d'offres pour un client où je vois que la compagnie est connue pour des acquisitions récentes, je vais ticker un peu différemment que si je sais que la compagnie est stable et qu'il n'y a pas d'achat d'autres compagnies en externe. Surtout si le réseau il sera plus ségrégé et puis que ça sera... Mais après, il faut être réaliste. Sur le marché des SMI, donc des PME, la thématique est là, on ne peut pas la régler. Le risque restera toujours ici. Parce que les PME ne peuvent pas tout avoir en interne, c'est impossible. Donc elles font appel à des prestataires externes et le risque, il est là. C'est pour ça que le plus important, en tout cas pour nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment le faire en amont, c'est vraiment surveiller aussi la relation qu'on a avec un sous-traitant. Mais c'est vraiment avoir une vue finalement sur les flux de données. Est-ce qu'une cartographie des flux existe ? Ça, c'est une question qu'on a souvent avec des clients. Et au final, il y a très peu de clients qui ont une cartographie des flux à jour présente dans l'entreprise. Oui, parce que l'argent n'achète pas tout. Dans le cas des incendies, on dit que la moitié des entreprises qui ont un incendie ne redémarrent pas, même si l'assurance a payé. Derrière, c'est impossible de repartir si on n'a plus les plans, si on n'a plus les machines. Il vaut mieux travailler en amont plutôt que d'attendre l'accident et de dire qu'on sera remboursé, quoi. Et c'est pour ça que finalement notre rôle d'assureur, qui était finalement de couvrir le risque financier, de venir avec une assurance quand c'est trop tard, quand ça brûle, quand ça explose, c'est finalement d'aider aussi les clients à couvrir le risque financier qui sera de toute façon pas couvert par l'assurance. Aujourd'hui, l'assurance couvre le risque financier quand c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'on cumule maintenant deux produits, la prévention et l'assurance. Alors en conclusion, quel est le futur de la cyberassurance ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Qu'est-ce qui reste à défaire ? Quels sont les futurs clients ? Alors je pense que le futur, je suis pas un médium, mais je pense que le futur de l'assurance cyber, déjà d'une part, il y a un potentiel énorme, toujours, qui est là. Donc il y a toujours beaucoup de clients qui aimeraient ou qui ne sont pas encore au courant qu'une telle assurance existe. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire de notre côté de marketing, en fait, de dire aux compagnies, aux clients, on existe, on est là, on propose ce genre de service. Concrètement, ça signifie quoi ? Déjà ça, d'une part. Deuxièmement, la thématique de la quantification dont Vivien parlait, c'est encore plus d'actualité, c'est-à-dire qu'il il falloir qu'on arrive que tous les assureurs arrivent à bien quantifier les différents types de risques. On parlait de signes noirs auparavant, clairement ce genre de risques globaux, mais aussi des risques beaucoup plus restreints comme le risque d'une compagnie. Ça, il faut qu'on arrive à beaucoup mieux le faire. C'est la deuxième chose. Après, la troisième chose, c'est concernant le futur, c'est qu'il faut aussi toujours garder en tête, venant d'un assureur du moins, que le risque cyber, c'est pas comparable à la plupart des risques qu'on connaît. C'est pas comparable à une assurance, un risque automobile, un incendie. C'est vraiment quelque chose qui évolue très vite. Et donc, il faut être prêt à s'adapter. C'est-à-dire que même si on pense avoir des plans sur le futur, je pense que l'assurance cyber, c'est vraiment le produit où en fait la réalité peut aller à l'encontre des plans. Donc, il faut être très ouvert. Je pense que ce seraient les trois choses que je vois. Et pour compléter finalement ce que disait Hugo, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, si on parle en France, il n'y a que 3% des PME françaises qui sont assurées contre le risque cyber. 3% contre 98% des grands groupes. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, les cibles des ransomware, les cibles des attaques à la fraude au président et autres, c'est surtout les PME aujourd'hui. Et donc... moi, je lancerais vraiment un appel aux PME de vraiment regarder le risque cyber. Donc, on a parlé tout à l'heure des 10 contrôles. Déjà, peut-être commencer par ça, regarder où elles en sont. Et puis, en termes d'évolution, pour ma part, ma crainte, c'est que le modèle en termes de risque cyber shift un peu. Donc, c'est-à-dire, il change un petit peu entre des hackers qui finalement se focus sur la donnée, sur le vol de données, vers un modèle où on aura plutôt un vol de contrôle, en fait, où on va vraiment prendre le contrôle d'une centrale électrique, d'un avion, et ultimement, finalement, faire des dégâts sur les personnes. Enfin, c'est ça ma crainte, finalement, de l'évolution du risque cyber aujourd'hui. Oui, c'est clair que bientôt, on pourra
briquer, détruire une voiture à distance et être obligé à en racheter une nouvelle comme si elle s'était prise un mur. Donc ça, c'est le futur nous propose des choses intéressantes qu'on n'a pas encore imaginées. C'est surtout que l'intelligence artificielle aujourd'hui, quand on nous pose la question, c'est quoi les risques de l'intelligence artificielle? Alors il y a des risques et des avantages, autant des deux côtés. Le risque pour moi, c'est que finalement ça multiplie finalement la capacité des attaquants à attaquer. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient peut-être aussi un problème en termes de ressources aussi, pour attaquer les entreprises. Les ransomware as a service ont peut-être du mal à recruter aussi. Finalement, avec l'intelligence artificielle, elles vont pouvoir faire un scale-up, elles vont pouvoir attaquer plus et puis plus fort. Et donc c'est ça que je vois comme risque, en tout cas pour le futur. Peut-être la question pour peut-être un prochain podcast est qu'est-ce que l'assurance pour l'intelligence artificielle? On va rester sur cette question. Merci beaucoup, Vivien, Hugo. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.